nous avons abordé en particulier le transport des petites molécules. C'est ce que nous appelons perméabilité. Perméabilité, elle est relative au transport à travers la membrane des petites molécules. Il y a la perméabilité passive et puis active. Le transport passif, nous avons dit deux grands types. Passif, par simple diffusion à travers la membrane. Ça veut dire que les molécules sont hydrophobes, elles sont petites et diffusent à travers les membranes biologiques. Depuis la concentration la plus forte vers la concentration la plus faible, donc selon le gradient de concentration. Donc ce n'est pas difficile. Il faut que la molécule soit hydrophobe parce que la membrane est hydrophobe. Hydrophobe, elle peut traverser la membrane sans problème. Deuxième type, par des transporteurs. La diffusion utilisant des transporteurs. Ça veut dire que les molécules ne sont pas hydrophobes. Ça veut dire que les molécules sont hydrophiles ou bien elles sont chargées. D'accord? C'est le cas notamment des ions. Les ions ne peuvent pas diffuser à travers la membrane biologique. Ils peuvent passer selon le gradient de concentration, mais en utilisant des canaux, des transporteurs qu'on appelle des canaux ioniques. Des canaux ioniques. Et nous avons dit qu'il y a trois grands types de canaux ioniques. Potentiel dépendant, ça veut dire que le canal il va s'ouvrir lorsque le potentiel membranaire atteint le canal. D'accord? Il va s'ouvrir. Sinon, il ne va pas s'ouvrir. C'est le cas du sodium, le potassium, le calcium, etc. Potentiel dépendant. Nous avons dit également ligand dépendant. Canal ionique.
le transport passif utilisant des transporteurs, nous avons vu plusieurs catégories de transporteurs. Nous avons les canaux ioniques. Il y en a 3 grands types. Nous avons dit potentiel dépendant, ça veut dire que l'ouverture et la fermeture dépendent de la présence ou de l'absence d'un potentiel membranaire, d'une excitation membranaire. Vous avez un canal ionique ligand dépendant. Ligand dépendant, ça veut dire qu'il va s'ouvrir lorsqu'il y a fixation d'une molécule sur le canal, d'une molécule qu'on appelle ligand. Cette molécule, ça peut être par exemple une molécule que vous connaissez, l'acétylcholine. D'accord? Au niveau entre le muscle et la cellule nerveuse. D'accord? Ça peut être du calcium. Vous avez déjà fait un petit peu de physiologie animale, on vous a dit que le calcium, l'hypothèse cytoplasmique, il peut se fixer dans certaines situations sur des canaux ioniques, ce qui permet l'ouverture du canal ionique. Ça peut être l'inositol triphosphate. Rappelez-vous, on vous a dit en biochimie que l'inositol triphosphate est un second messager. Il peut aussi se fixer sur certains canaux ioniques permettant l'ouverture. Donc soit du côté extracellulaire, cas de l'acétylcholine, soit du côté intracellulaire, cas du calcium et cas de l'inositol triphosphate. J'ai donné la dernière fois l'exemple de l'oreille interne. Au niveau de l'oreille interne, nous avons ce qu'on appelle des canaux ioniques mécano-dépendants. Ça veut dire que l'ouverture est mécanique. Elle est mécanique pourquoi? Parce qu'il y a une déformation qui se produit à côté de la cellule et cette déformation-là, elle est mécanique à cause d'un bruit. Et lorsqu'il y a cette déformation-là, il y a ouverture des canaux, en particulier les canaux potassiques, du potassium. Donc, au niveau de l'oreille interne, nous avons des canaux ioniques à ouverture mécanique, mécano-dépendant. D'accord? Ça, c'est le premier type. Deuxième type de transporteur qui interviennent lors d'un transport passif, le cas de la diffusion facilitée, du transport facilité. C'est le cas notamment des glucides, des monosaccharides, du glucose, galactose, etc. Et c'est le cas aussi des acides aminés. Donc les molécules d'acides aminés, les molécules d'ose traversent les membranes biologiques en utilisant des perméases, en utilisant des transporteurs. C'est un transport dit facilité. D'accord? Vous avez déjà fait ça? Vous l'avez vu ou pas? Quelles sont les caractéristiques d'un transport facilité? Quelles sont ces caractéristiques? Vous levez la main. Le dernier ferme la porte. Quelles sont les caractéristiques d'un transport facilité? Si vous avez compris, la molécule du glucose, par exemple, elle passe d'une phase de la membrane vers une autre phase en utilisant une perméase à glucose. Ça veut dire quoi? Levez la main. Là, vous êtes dans l'amphi 100 et quelques. D'accord? J'attends d'abord votre réponse avant de vous donner un exemple. Quelles sont les caractéristiques d'un transport facilité? Si vous avez compris, normalement, vous devez me donner les caractéristiques. Ça, c'est pour le transport passif d'une manière générale. Moi, j'ai parlé de transport facilité.
c'est pour ça que je vous demande de comprendre. Je ne vous demande pas d'accord, mais je vous demande de comprendre. D'accord? Pardon? Il n'y a pas de cotransport. Non. Bien sûr, il y a une perméase. Ça, il en a. Rappelez-vous, on vous a dit, déjà, parce que vous étiez en première année, que c'est un transport spécifique. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, il y a des perméases pour le glucose. D'accord? Et le glucose, il y a la forme D et puis il y a la forme N. C'est plutôt pour la forme D. C'est spécifique de la molécule de glucose sous configuration D. D'accord? Appartenant à la famille D. Il est spécifique. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, il est saturable. Ça veut dire quoi, saturable? Ça veut dire que vous avez, par exemple, 3 transporteurs au niveau de la membrane. Si vous avez une molécule de glucose, elle passe. Vous avez 2 molécules de glucose, les 2, elles passent. 3, elles passent. 6, il n'y en a que 3 qui passent. Vous avez N, il n'y en a que 3 qui passent. Ça veut dire que la vitesse augmente. Et puis, il y a une saturation. Il y a une saturation. D'accord? Cette saturation, elle est due au nombre de transporteurs qui est fixe au niveau de la membrane biologique. Le nombre de transporteurs est fixe. Si le nombre de transporteurs est fixe, vous allez atteindre une vitesse maximale de transport et donc vous allez atteindre un plateau. C'est ce qu'on appelle la saturation. Voilà donc les 2 principales caractéristiques d'un transport facilité. D'accord? Par contre, une simple diffusion, vous n'avez pas la saturation. La vitesse augmente avec l'augmentation de la concentration. C'est proportionnel à la concentration. Là, c'est proportionnel à la concentration au début, mais à un certain moment, il y a une saturation. Le facteur limitant, nous avons dit, c'est le nombre de transporteurs, donc c'est le nombre de perméases. Les canaux ioniques, ils permettent le passage des ions. On est d'accord? Ce sont des protéines. On est d'accord? Ça veut dire que ce canal, c'est soit une protéine, soit c'est plusieurs protéines qui s'associent les unes aux autres pour former ce canal. D'accord? Et nous savons que la membrane, elle est hydrophobe. La membrane, elle est hydrophobe. Comment vous voyez ce canal? Comment vous voyez la surface du canal? Et comment vous voyez l'intérieur du canal? Vous levez la main? Oui, mademoiselle. Et l'extérieur? Voilà, ça je l'avais dit la dernière fois. Donc le canal, son intérieur, il est formé par des acides aminés hydrophiles. D'accord? Par contre, son extérieur, il est formé par des acides aminés hydrophobes. C'est normal. L'extérieur, il est en contact avec la membrane biologique. Il doit être hydrophobe. L'intérieur, il est en contact avec les ions qui sont chargés. Il doit être hydrophile. D'accord? C'est comme ça l'organisation, la réorganisation des sous-unités ou bien des protéines constitutives des canaux ioniques. Donc, il y a 3 grands types de transporteurs. Dans le cas d'un transport, utilisons des transporteurs. Nous avons dit soit les canaux, soit les perméases qui permettent le transport facilité, soit les aquaporines. Les aquaporines, ce sont des protéines ou bien des sous-unités protéiques, d'accord, qui constituent un canal qui permet la diffusion de l'eau, qui permet le passage de l'eau d'une face de la membrane vers l'autre face de la membrane. C'est spécifique de l'eau, mais parfois il y a entraînement de quelques ions. On peut avoir quelques ions qui passent en même temps que l'eau. Donc les aquaporines, ce sont également des transporteurs qui caractérisent le transport facilité, le transport passif utilisant des protéines. Deuxième gros type de transport des petites molécules, et ça on l'a vu également la dernière fois, le transport actif. Nous avons dit qu'il y a 2 types de transport actif. Il y a le transport actif primaire, nous avons appelé primaire. Nous avons dit qu'il consomme de l'énergie sous forme d'ATP, et il utilise des pompes, donc des protéines qui prélèvent des molécules depuis la concentration la plus faible vers la concentration la plus forte.
Ça, c'est le premier type. J'ai donné quelques exemples. Une pompe, la TPase pour H+, la pompe sodium-potassium, la TPase sodium-potassium. Vous avez la TPase sodium, la TPase potassium, donc vous avez plusieurs exemples. Retenez au moins deux, celle de H+, et celle de sodium et de potassium. Nous avons dit le sodium, il sort de la cellule, alors que la concentration extracellulaire, elle est 10 fois supérieure. Le potassium, il entre, alors que la concentration intracellulaire est 20 fois supérieure, de 15 à 20 fois supérieure. Ça, c'est le premier type de transport actif. Deuxième type de transport actif secondaire. On l'appelle également cotransport. Co-transport, ça veut dire un transport couplé. Ça veut dire qu'il intéresse deux substrats en même temps. Deux substrats en même temps qui peuvent passer dans le même sens ou bien qui peuvent passer dans un sens opposé. Dans le même sens, c'est le transport sympore. Dans le sens opposé, on l'appelle antipore. On l'appelle antipore ou bien on l'appelle aussi échangeur. Échangeur parce qu'il permet l'échange de la molécule. Il y a une molécule qui va sortir, qui est échangée contre une molécule qui va entrer. Donc un transport antipore ou bien un transport échangé. D'accord? Dans le cas des choses, nous avons dit que généralement c'est un transport couplé qui implique le sodium. Il implique souvent le sodium. Ça veut dire que le sodium, il entre passivement. Et l'énergie qui est libérée lors de l'entrée de sodium, c'est elle qui va permettre la sortie de la molécule ou bien l'entrée, s'il s'agit d'un transport actif secondaire, l'entrée d'une autre molécule. D'accord? Il n'y a pas de consommation d'ATP. Il n'y a pas de consommation d'ATP. L'énergie nécessaire provient de la molécule qui entre passivement. C'est la molécule qui entre passivement qui va fournir l'énergie nécessaire à l'entrée ou bien à la sortie active de l'autre molécule. D'accord? Transport couplé, ça ne veut pas dire que les deux molécules vont contre le gradient de concentration. Il y a une molécule qui va dans le sens du gradient de concentration, et puis il y a une molécule qui va à l'encontre du gradient de concentration. Donc il n'y a pas grand-chose. Lorsque la taille de la molécule devient importante, dans ce cas-là, elle ne peut pas franchir la membrane par simple diffusion, ou bien utilisant un transporteur, ou bien des pompes. Ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle le transport cytotique. La molécule passera donc lorsqu'il s'agit des macromolécules, d'une manière générale, pas des monomères, dans ce cas-là, nous avons un transport cytotique. Cytotique, ça veut dire par déformation de la membrane biologique. Vous allez m'écouter parce que tout est noté. Soit une déformation vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'exocytose, soit une déformation vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'endocytose. Les deux utilisent de l'énergie, que ce soit l'endocytose, que ce soit l'exocytose. Donc il y a consommation d'énergie. C'est visible par microscopie électronique. Donc on voit ce type de transport par microscope électronique. Ce n'est pas le cas de la perméabilité. La perméabilité, vous la voyez pas. On ne peut pas la caractériser par la microscopie électronique. Là, on peut caractériser le transport cytotique
par microscopie électronique. On voit la déformation, on voit les vésicules qui se forment vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur. Ça, c'est la deuxième chose. L'endocytose, il y en a deux grands types. Soit l'entrée des molécules de consistance liquide, c'est pas la peine de noter ça, soit de consistance solide. Le matériel qui va, la macromolécule, ou bien le matériel qui va entrer au niveau de la cellule, il peut être soit liquide, soit solide. Liquide, c'est comme pour l'humain, on boit. Donc on dit pinène. Pinène, ça veut dire boire. Pinocytose. Pinène, boire, pinocytose, c'est l'entrée des gouttelettes sous forme liquide. Généralement, ce qui est liquide, ce sont les lipides. Des gouttelettes lipides. Pinocytose. Lorsque la substance est solide, par exemple un débris cellulaire, par exemple une bactérie, une particule, dans ce cas-là, on parle de phagocytose. Phagen, ça veut dire manger. Il y a des cellules spécialisées dans la phagocytose. Ce sont les cellules spécialisées dans notre défense. Ça veut dire que le rôle principal, ou bien les fonctions principales de la cytose, des transports cytotiques, c'est la défense. D'accord? C'est la nutrition de la cellule. Ce sont les rôles principaux. Mais il y a aussi l'équilibre homéostatique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une différence des concentrations des molécules à travers entre la face externe et la face interne. Il faut que les quantités d'eau interne restent constantes, etc. Mais le plus important, s'il y a pinocytose, s'il y a phagocytose, s'il y a exocytose, c'est pour manger, d'accord, pour se nourrir, mais aussi pour se défendre. Maintenant, l'endocytose. Je vais revenir à l'endocytose. L'endocytose, donc c'est une déformation de la membrane, n'est-ce pas, vers l'intérieur. Et puis à partir de la membrane va se détacher une vésicule, d'accord, qu'on appelle vésicule d'endocytose. Et la vésicule, elle contient la molécule qui a entré à l'intérieur de la cellule. D'accord. Je vais vous donner le schéma, parce que ce n'est pas la peine de prendre le schéma. Donc la membrane va se déformer, elle va se creuser, n'est-ce pas? Elle va se pincer et puis elle va se détacher. D'accord? La membrane va se déformer, une petite déformation, elle va se creuser un petit peu, elle va pénétrer, n'est-ce pas? Elle va se pincer, se fermer, se pincer. Et puis il va se détacher sous forme de vésicule à l'intérieur de laquelle vous avez la molécule qui a été intériorisée. Et ça va diffuser vers les lysosomes, ça va fusionner avec les lysosomes, et il y aura utilisation de la macromolécule qui a pénétré à l'intérieur de la cellule. D'accord? La vésicule, comme vous la voyez là, c'est une vésicule lisse. Lisse, ça veut dire qu'il n'y a rien autour de la membrane biologique. On l'appelle lisse et on l'appelle aussi non recouverte. Non recouverte. Tout ça, c'est noté. D'accord, je vais suivre un petit peu et puis on verra. Je vais la noter. Donc, il n'y a rien à ce niveau-là. Vous n'avez rien à ce niveau-là autour de la vésicule. On l'appelle une vésicule lisse ou bien une vésicule non recouverte. Ça, c'est l'endocytose classique. Par contre, certaines endocytoses vont se dérouler là où il y a, je vais choisir comme ça, là où il y a des récepteurs membranaires. Là où il y a des récepteurs
Les LDL vont être reconnus par certaines cellules. Et les cellules qui reconnaissent les LDL expriment au niveau de leur membrane des récepteurs comme des récepteurs. Et ce sont ces récepteurs-là qui fixent les particules lipoprotéines. Donc s'il n'y a pas de récepteur, il n'aura pas de fixation, il n'aura pas d'endocytose. Donc les récepteurs, à ce niveau-là, qui reconnaissent les particules LDL. Mais du côté LDL, il y a des protéines qui vont venir se fixer sur la partie cytoplasmique des récepteurs. D'accord? Donc vous allez avoir des protéines qui vont venir se fixer. Ces protéines, on les appelle l'adaptine. Et puis il y a une autre protéine qui va venir se fixer sur l'adaptine. C'est ce qu'on appelle la clatrine. C'est notre protéine. La clatrine, elle va se polymériser, d'accord, pour venir se fixer également sur l'adaptine. Donc vous allez avoir un revêtement protéique, une couche protéique qui se forme du côté cytoplasmique. Donc là, vous avez un revêtement protéique, une couche protéique qui se forme. Ce n'est pas lisse. Il y a des protéines. Et ce sont ces protéines-là qui vont tirer sur la membrane biologique. Et la membrane va se creuser, elle va se placer, et puis grâce à une autre protéine, on aura le détachement. Grâce à la dynamine, c'est noté, vous n'inquiétez pas, il y aura au cœur le détachement, la libération de la vésicule. Et cette vésicule, elle sera une vésicule recouverte par une couche protéique. Donc, on va la différence par rapport à tout à l'heure. On avait dit les vésicules d'endocytose, elles peuvent être lisses, comme elles peuvent être recouvertes. D'accord? Recouvertes par quoi? Recouvertes par des protéines. Un exemple de protéine dans le cas de la théorisation des lipoprotéines LDL. D'accord? Vous avez plusieurs protéines qui participent. Vous avez l'adaptine, vous avez la clatrine et vous avez la dynamine. D'accord? Et ces protéines-là contribuent à la libération de votre vésicule qui est recouverte. Mais une fois que vous avez la libération de la vésicule, il va y avoir une autre protéine, on appelle la protéine du choc thermique, c'est noté, protéine du choc thermique, elle va venir libérer le revêtement fibreux, protéinique. On n'a plus besoin de protéines. Ils sont là pour tirer sur la membrane, ils sont là pour détacher la vésicule, mais une fois la vésicule est intériorisée, il y aura libération de ces protéines grâce à une autre protéine, on appelle protéine du choc thermique. D'accord? Une protéine du choc thermique. D'accord? J'ai donné l'exemple de l'adaptine, de la clatrine et de la dynamine, mais il y a aussi ce qu'on appelle la cavéoline. C'est une autre protéine qui constitue également un revêtement protéique autour de la vésicule, ce qui conduit également à la formation des vésicules recouvertes. Ça, c'est le cas de l'endocytose par pilocytose. D'accord? Le cas de la substance solide. Lorsque la substance solide, la cellule va manger. Nous avons dit c'est la phagocytose. Elle va manger quoi? Eh bien, généralement, la particule solide, c'est généralement des bactéries, des particules. Bactérie, c'est une substance hétérogène. Donc déjà, nos cellules de défense, vont fabriquer des anticorps anti cette particule. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Une fois que vous avez la fabrication de ces anticorps, cette bactérie-là va être reconnue, par exemple, par les macrophages. Les macrophages vont se fixer sur cette bactérie-là. C'est la phase d'adhésion. L'opsonisation, c'est la première étape. L'adhésion, c'est la deuxième étape. Et puis, vous avez la phase d'écoulement de substance. Ça veut dire que la cellule de défense va entourer la particule. Écoulement de substance. On l'appelle également la phase rhéologique. C'est noté, ne vous inquiétez pas. Donc,
ça va englober la partie. Et puis vous avez la dernière phase qui est la phase de digestion. La digestion, ça veut dire que la bactérie va être digérée grâce aux enzymes contenues dans l'appareil digestif des cellules, de la cellule de macrophage. D'accord? Grâce aux enzymes lytiques. D'accord? Donc, opsonalisation, adhésion, écoulement de substances et digestion, ce sont les étapes de la phagocytose. Voilà le schéma général de l'endocytose, que ce soit pilocytose ou bien phagocytose. Donc l'endocytose, si vous avez bien compris, le schéma général, je ne suis pas entré dans le détail. Le schéma général, nous avons dit, par des vésicules non recouvertes et par des vésicules recouvertes. Et puis la phagocytose, nous avons vu les étapes de la phagocytose. Donc là, vous avez la phagocytose. D'accord? C'est globalement la même chose. Opsonalisation, adhésion, stabilisation, formation du phagosome, écoulement de substances, et puis digestion. Donc là, vous avez l'exemple de transport utilisant le revêtement protéique. J'ai parlé de l'adaptine, d'accord? Vous voyez que là, vous voyez le point rouge, il est là. Okay. Donc là, vous avez le récepteur, n'est-ce pas? J'ai schématisé ici. Seulement, c'est à l'envers. Là, vous avez le milieu extracellulaire et là, vous avez le milieu intracellulaire. Le récepteur, il est en bleu. On est d'accord? La particule à transporter, par exemple LDL, c'est là. Qu'est-ce qui vient se fixer sur la partie cytoplasmique du récepteur? L'adaptine. Vous avez là l'adaptine. D'accord? L'adaptine, elle vient se fixer sur la partie cytoplasmique du récepteur. Après l'adaptine, il y a une autre protéine qui va venir se fixer sur l'adaptine. C'est la clatrine. Vous l'avez ici en vert. La clatrine, c'est une protéine qui est formée par deux chaînes. Une chaîne, c'est un détail, hein? Une chaîne courte et une chaîne longue. Et puis la clatrine va s'associer avec plusieurs clatrines pour former une structure hexagonale. Donc là, on ne la voit pas, mais pour former une structure sous forme d'un hexagone. D'accord? Et tout ça, lorsqu'il est lié à l'adaptine. Et une fois que vous avez les protéines, ces protéines-là qui sont fixées, n'est-ce pas, clatrine plus l'adaptine, nous avons dit ça va tirer sur la membrane. La membrane va se creuser, elle va plus ou moins se fermer, et puis lorsqu'elle va se fermer, avant de se détacher, il y a une autre protéine qui va venir la détacher. D'accord? Cette protéine est la dynamine, vous la voyez ici. La dynamine, elle va détacher la vésicule. Et donc la vésicule va être libérée avec son revêtement protéique. Et puis vient après la protéine du choc thermique. C'est la protéine du choc thermique, je ne sais pas est-ce que c'est noté ou pas, je ne vois pas grand-chose sans lunettes.
Cette protéine de choc thermique, c'est elle qui va libérer ce revêtement protéique. D'accord? Voilà donc ce qu'on appelle l'endocytose spécifique utilisant un revêtement protéique. L'inverse de l'endocytose, c'est l'exocytose. La vésicule, elle va contenir un matériel d'origine cellulaire, et ce matériel d'origine cellulaire, il sera destiné pour le milieu extracellulaire. Donc des vésicules qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur. Comment vous voyez le déplacement de ces vésicules? Comment les vésicules peuvent-elles bouger dans le milieu intracellulaire? Vous n'avez pas vu ça? Pardon? Pardon, mademoiselle? شوف رانا كبرت ما بقيتش نشوف مزيان ما بقيتش نسمع مزيان دونك جوج حاجات. Non, c'est pas ça, mademoiselle. Mais c'est bien essayé, c'est déjà bien. Vous allez voir que c'est extraordinaire, Inch'Allah, on va voir ça, mais je vais vous dire comment. J'ai entendu tout à l'heure, grâce au cytosquelette, effectivement, il y a des fibres protéiques au niveau du cytosol de la cellule qui forment comme des routes, comme des rails sur lesquels bougent les vésicules. Mais attention, il y a des protéines, des petites protéines, d'accord? Il y a la dynéine et puis il y a la kinésine qui sont capables de transporter, ils ont des bras. Il fixe les vésicules et puis il utilise le cytosquelette pour transporter les vésicules soit vers l'intérieur de la cellule, vers le centre cellulaire, soit vers l'extérieur de la cellule. Donc ça utilise le cytosquelette et ça utilise également des protéines qui interviennent, nous avons dit, qui transportent ces vésicules soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. D'accord? Donc ça marche comme ça à l'échelle moléculaire. Ça consomme également de l'énergie. Ce transport consomme, l'exocytose consomme aussi de l'énergie. D'accord? Ça consomme de l'énergie. Donc, transport grâce au cytosquelette, grâce à des protéines qui participent, associées. Et puis, nous avons dit, ça consomme de l'énergie. Et puis, il y a ce que nous avons appelé transcytose. Transcytose. Ça veut dire, si vous prenez par exemple les cellules épithéliales, les cellules qui se trouvent en surface, eh bien, par exemple, au niveau de l'intestin, il y a des substances qui pénètrent par endocytose, qui traversent toute la cellule et qui sortent de la cellule de l'autre côté par exocytose. Donc, entrée puis sortie. C'est ce qu'on appelle la transcytose. D'accord? Transcytose. Endocytose, entrée. Exocytose, sortie. Transcytose, c'est l'entrée suivie d'une sortie. Un autre chapitre, l'adhérence cellulaire. Là, vous n'avez rien, tout est noté. Vous n'avez rien à noter. D'accord? Là aussi, vous allez voir que ce n'est pas difficile. Il ne faut pas voir le nombre de diapositives. Il faut voir qu'est-ce qu'ils contiennent les diapositives. Il suffit de comprendre. Les cellules ne vivent pas à l'état isolé. On vous l'a déjà dit, les cellules communiquent entre elles. Lorsque les organismes sont unicellulaires, malgré ça, il y a une communication entre cellules. Lorsqu'ils sont pluricellulaires, ils communiquent entre elles. Elles adhèrent les unes aux autres. Elles se lient les unes aux autres. D'accord? Elles se lient les unes aux autres. L'adhérence cellulaire, pardon?
Donc les cellules adhèrent les unes aux autres. Il y a des molécules qui permettent cette adhérence. Les cellules qui peuvent adhérer les unes aux autres, elles peuvent être identiques comme elles peuvent être différentes. Les molécules qui permettent l'adhésion entre deux cellules voisines, elles peuvent être identiques comme elles peuvent être différentes. D'accord? Donc, l'adhérence met en jeu des molécules. Les molécules peuvent être de même type. C'est ce qu'on appelle homophilique. Homophilique, ça veut dire les molécules de même type. Hétérophilique, ça veut dire des molécules de type différent. Ou bien, les cellules qui sont l'une à côté de l'autre, elles peuvent être identiques, homotypiques, ou bien différentes, hétérotypiques. Donc l'adhérence, c'est important pour former les tissus, c'est important pour se déplacer parfois, c'est important pour échanger, donc c'est très important l'adhérence. Elle met en jeu des molécules identiques, homophiliques, des molécules différentes, hétérophiliques. Les cellules peuvent être les mêmes, homotypiques, ou bien les cellules peuvent être différentes, hétérotypiques. Ça, c'est le schéma général qu'il faudrait savoir dans un premier temps. Il y a 4 familles de molécules d'adhérence. Il y a la famille des immunoglobulines, il y a la famille des cadérines, il y a la famille des intégrines, et puis il y a la famille des sélectines. 4 grandes familles de molécules d'adhérence. Ce qui les distingue dans un premier temps, c'est que est-ce que cette adhérence-là utilise le calcium ou bien est-ce qu'elle n'utilise pas le calcium? Parce que nous allons voir que pour que ces molécules adhèrent les unes aux autres, on a obligatoirement dans certaines situations besoin de calcium. C'est le cas des cadérines, c'est le cas des intégrines et c'est le cas des sélectines. Calcium dépendante, l'adhésion. Par contre, dans le cas des immunoglobulines, c'est donc, on n'a pas besoin de calcium, donc calcium indépendante. Quand on dit une famille de molécules, ça veut dire quoi pour vous? Une famille, la superfamille des immunoglobulines, la famille des cadérines, la famille des sélectines, ça veut dire quoi la famille? Qu'est-ce qu'on entend par terme famille? C'est plusieurs molécules, bien sûr. Mais qu'est-ce qui les réunit? Pourquoi elles font partie des cadérines? Pourquoi on les regroupe dans les sélectines? Pourquoi on les regroupe dans les intégrines? Pardon? Ils ont la même conformation. Et? Oui, ils viennent du même origine. Ils ont un substrat. Vous n'êtes pas loin, c'est à peu près ça. Donc la structure est à peu près la même et le rôle est aussi le même. D'accord? La structure est à peu près la même, ce n'est pas exactement la même chose. L'origine, c'est pas sûr. Si vous avez une structure différente, ça veut dire que vous n'avez pas la même structure primaire. Si vous n'avez pas la même structure primaire, ce n'est pas le même gène. Donc c'est plusieurs gènes qui sont pratiquement identiques, qui s'expriment, n'est-ce pas, et qui donnent des protéines différentes. Par contre, la structure est à peu près la même, et nous avons dit que le rôle est à peu près le même. D'accord? Donc 4 familles de molécules d'adhérence. Les immunoglobulines, d'accord? Vous avez les cadérines, vous avez les intégrines, et vous avez les sélectines. D'accord? Ces molécules d'adhérence, ça c'est le deuxième point. 4 familles. Et nous avons dit que ça permet l'adhésion. L'adhésion entre quoi et quoi? Généralement une adhésion entre les cellules. Mais on peut avoir l'adhésion avec ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, avec le milieu extracellulaire. Si vous prenez le tissu conjonctif, vous avez fait un petit peu d'histologie, d'accord? Il contient des cellules, mais il contient également un espace rempli par la matrice extracellulaire qui contient des protéines, le collagène, fibronectine, laminine, donc des protéines à l'intérieur de la matrice extracellulaire. D'accord? Donc, ça veut dire que nos cellules, elles peuvent également donner des liens avec la matrice extracellulaire. La famille qui permet le lien avec le substrat, avec la matrice extracellulaire, c'est la famille des intégrines.
Donc toutes les autres familles, ce sont des familles qui permettent l'adhésion cellule-cellule. Par contre, les intégrines, elles permettent l'adhésion cellule, matrice, extracellulaire. Cellule, matrice, extracellulaire. Est-ce que vous avez compris ça? 4 molécules, 4 familles de molécules qui permettent l'adhérence, le lien. Soit cellule-cellule, les immunoglobulines, les cadérines et les sélectifs. Soit cellule, matrice extracellulaire, le cas des intégrines. Le cas des intégrines. Donc là, la famille des immunoglobulines, les immunoglobulines et les molécules d'adhésion d'une manière générale, on les appelle selon le tissu où on les a rencontrées. Celles que l'on trouve dans le tissu nerveux, on les appelle neurales. Celles que l'on trouve au niveau, par exemple, du tissu vasculaire, on l'appelle vasculaire. Entre les cellules intercellulaires. Donc, elle prend l'appellation du tissu où on l'a rencontré pour la première fois. Parce que rappelez-vous, nous avons dit la neurale, elle peut avoir une structure différente de l'intercellulaire, de la vasculaire. D'accord? Donc, elle peut avoir des structures différentes. Mais c'est la même fonction, c'est le même rôle. L'adhésion entre cellules voisines. Donc, il y a la neurale, il y a la cellulaire, il y a la vasculaire. Donc là, vous avez le détail, vous avez trop de détails. Donc, vous avez quelques exemples. En fait, il faut le connaître, il faut mémoriser un exemple. Par exemple, la neurale. Celle adhésion molécule, ça veut dire des molécules d'adhésion cellulaire. Des molécules d'adhésion cellulaire. Et ces molécules-là interviennent dans le tissu nerveux. Dans un premier temps, c'était au niveau du tissu nerveux. Là, vous avez la structure, n'est-ce pas? Là, vous avez une cellule, et là, vous avez une deuxième cellule. Donc là, vous avez une deuxième cellule. Donc, une cellule à ce niveau-là, une cellule à ce niveau-là, et vous voyez, là, c'est la partie extracellulaire. Là, ce qui est en vert, c'est la partie extracellulaire. Ça aussi, c'est la partie extracellulaire. Par contre, ce que vous voyez là, c'est la partie cytoplasmique. C'est la partie cytoplasmique. Et vous devez avoir la même chose de ce côté-là. Vous devez avoir la même chose de ce côté-là. Donc, une cellule ici, une cellule là, et puis des molécules qui permettent de faire. C'est marqué ici, calcium indépendance. Calcium indépendance. Ça peut être entre le leucocyte et les cellules endothéliales. Vous avez quelques exemples d'interaction qui sont possibles grâce à cette super famille des immunoglobulines. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on aura d'autres schémas. Les cadérines. Les cadérines, il y a deux types. Là, c'est pas la peine de vous avez le schéma, vous allez m'écouter pour mieux comprendre. Il y a ce qu'on appelle les cadérines classiques, et puis il y a ce qu'on appelle les cadérines non classiques. Je vais commencer par le plus simple. Non classiques, on les trouve au niveau des desmosomes. Vous voyez qu'est-ce que c'est que les desmosomes? Les jonctions cellulaires, rappelez-vous les jonctions cellulaires. Il y a la jonction serrée, il y a toujours vers le haut, au niveau des épithéliums, la jonction serrée. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Juste au-dessous, vous avez la jonction intermédiaire, type adhérence. Juste au-dessous, vous avez le desmosome qui a une forme plus ou moins cylindrique. D'accord? Un desmosome, il permet la jonction entre deux cellules grâce à quoi? Grâce justement aux cadérines non classiques. Donc on trouve au niveau des desmosomes des cadérines non classiques. Vous avez deux exemples. Desmocléine, on l'appelle desmo parce qu'on la trouve au niveau des desmosomes. Desmocholine parce qu'on la trouve au niveau du desmosome. D'où l'appellation desmocholine. Donc, les cadérines non classiques, on les trouve au niveau des jonctions type desmosome. D'accord? C'est quoi un desmosome? On aura l'occasion de le voir. Donc, vous avez deux cellules, l'une à côté de l'autre. Chacune, elle va mettre en jeu ses cadérines.
D'accord? Ils sont unis par les cadénines non classiques du côté intercellulaire. D'accord? Du côté cytoplasmique, donc là vous avez le cytoplasme de cette cellule, vous avez le cytoplasme de cette cellule. Il y a des protéines associées, nous allons voir lesquelles. Et ces protéines associées à ces molécules qui permettent l'adhésion sont associées également au filament intermédiaire de la cellule, le cytosquelette de la cellule, filament intermédiaire. Rappelez-vous, on ne l'a pas encore vu, mais vous l'avez déjà vu. Le cytosquelette est formé par 3 types de constituants. Vous avez les filaments d'actine, vous avez la tubuline et vous avez les filaments intermédiaires. Et vous avez les filaments intermédiaires. Donc, au niveau du desmosome, comment il permet le lien entre des cellules? Grâce à des cadénines. Les cadénines sont liées à des protéines associées. Et les protéines associées sont libérées aux filaments intermédiaires. Et nous savons que les filaments intermédiaires, ce sont des fibres fortes du point de vue mécanique. Donc la liaison, elle est forte. Pourquoi? Parce que les cadénines sont liées fortement à des protéines associées. Et les protéines associées, elles-mêmes, elles sont unies au filament intermédiaire de la cellule. Donc il y a un lien étroit entre ce qui se passe au niveau de la cellule et ce qui se passe au niveau de l'espace intercellulaire. Les cadénines classiques, on les trouve au niveau des autres jonctions. On les trouve au niveau de la jonction serrée et on les trouve au niveau de la jonction intermédiaire. D'accord? Ils ne sont pas unis au filament intermédiaire. Ils ne sont pas unis au filament intermédiaire. Mais ils sont unis au cytosquelette aussi. D'accord? Elles sont unies également au cytosquelette, au filament d'actine. Elles sont unies au filament d'actine qui est également un constituant du cytosquelette de la cellule. Donc ce n'est pas la même chose. Les filaments d'actine ne sont pas solides. D'accord? Ils ne sont pas très solides. Ils peuvent subir une cassure. Ce n'est pas le cas des filaments intermédiaires qui sont très résistants mécaniquement et qui sont stables mécaniquement. D'accord? Donc les cadénines, il y en a 2 types. Les cadénines classiques et les cadénines non classiques. Non classiques au niveau des desmosomes et classiques au niveau des autres jonctions cellulaires. D'accord? Pardon, mademoiselle? تكفس مني ما كسمعش. Ah, c'est quoi le desmosome? Classique au niveau des autres jonctions, j'ai dit. Les jonctions intermédiaires et les jonctions serrées. On va voir ça, ne vous inquiétez pas. On va voir ça. On va voir le détail. Le schéma, c'est bon? Classique et non classique, cadénine. Qu'est-ce qui reste? Il reste les sélectines et il reste les intégrines. Les intégrines, c'est entre quoi et quoi? Cellule et la matrice extracellulaire. Qu'est-ce qu'il y a dans la matrice extracellulaire? Les protéines. Quel type de protéines? Collagène. Il y a plusieurs collagènes. La fibronectine. Ça veut dire que ces intégrines vont se fixer sur la matrice extracellulaire à des protéines de cette matrice extracellulaire. Donc, ils se lient aux protéines constitutives de la matrice extracellulaire. Ça, c'est du côté externe. D'accord? Mais du côté interne, ils vont se lier à d'autres protéines associées, qu'on appelle des protéines associées. Et ces protéines associées, c'est toujours la même chose. Soit elles se lient à des filaments d'actine, dans ce cas-là, on parle de contact focal, une jonction appelée contact focal, ou bien les contacts focaux, au pluriel. Soit vous avez l'intégrine, protéines associées, plus les filaments intermédiaires. Et dans ce cas-là, on parle d'hémidesmosome. Hémidesmosome, ça veut dire la moitié d'un desmosome. Je répète. Là, vous avez la matrice extracellulaire. Là, vous avez une cellule. Là, vous avez une deuxième cellule. On sait que les cellules adhèrent entre elles.
et les cellules adhèrent avec la matrice extracellulaire. Grâce à quoi? Grâce aux intégrines. Là, vous avez les intégrines. Je vais les schématiser comme ça, parce que les intégrines sont formées par deux sous-unités. Après, d'accord? Les intégrines permettent de lien entre cette cellule et la matrice extracellulaire. Mais les intégrines, ils sont liés à quoi? Ils sont liés à des protéines au niveau de la matrice extracellulaire, pour la viande, pour les tirs, etc. Mais du côté cytoplasmique, pour que ça soit fort, il faut qu'il y ait des liaisons fortes. Il y a des protéines associées. Donc ils sont liés à d'autres protéines. Ces protéines-là, elles-mêmes, elles peuvent être liées aux filaments d'actine. Les filaments d'actine. Plus des protéines associées, plus les intégrines et la matrice extracellulaire. Là, c'est ce qu'on appelle un contact, ou bien les contacts focaux. Les contacts focaux, ce sont des liens ponctuels en un certain point, d'accord, qui peuvent se former, comme ils peuvent disparaître, et qui mettent en jeu les intégrines, ils mettent en jeu la matrice extracellulaire, et elles mettent en jeu des protéines associées à des filaments d'actine. Ça, c'est la première possibilité. Toujours avec la matrice extracellulaire, on peut avoir l'intégrine. Les intégrines associées avec la matrice extracellulaire, avec des protéines de la matrice extracellulaire, on est d'accord. Du côté cytoplasmique, associées à des protéines de liaison, je ne vais pas vous donner les noms, mais plusieurs protéines vont entrer en contact avec l'intégrine de ce côté-là. Et puis ces protéines entrent en contact avec des filaments intermédiaires, des filaments intermédiaires. Ça veut dire quelle est la différence entre ça et ça? Là, il y a les filaments d'actine. Et là, vous avez les filaments intermédiaires, un autre type de cytosquelette. D'accord? Ça, c'est la différence. Vous avez aussi une autre différence. Ces protéines associées ne sont pas les mêmes. Là, vous avez des protéines et là, vous avez d'autres protéines. Là, c'était un contact focal. Et là, on obtient ce qu'on appelle un hémidesmosome. Un hémidesmosome, c'est une jonction qui s'établit entre la partie basale d'une cellule et puis la matrice extracellulaire. Qui met en jeu quoi? Elle met en jeu les intégrines, elle met en jeu des protéines de la matrice extracellulaire, elle met en jeu des protéines associées, mais aussi des filaments d'actine. Dans le cas des hémidesmosomes, des filaments intermédiaires. D'accord? Lesquels sont plus forts? Contact focal ou bien l'hémidesmosome? L'hémidesmosome, parce que pourquoi? L'actine n'est pas résistante comme les filaments intermédiaires. D'accord? L'actine n'est pas aussi résistante comme les filaments intermédiaires. Donc là, vous avez un schéma des cadérines. Là, vous avez le milieu extracellulaire, n'est-ce pas? Là, vous avez la membrane. Là, vous avez la partie intracellulaire. Vous avez 5 domaines au niveau de la partie extracellulaire. Vous avez une première partie, une deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Et vous voyez que c'est une protéine qui s'associe avec le calcium, qui réagit avec le calcium. Et en présence de calcium, elle va se dimériser, elle va se dédoubler. Elle va se dédoubler. Ça veut dire qu'on va avoir des dimères qui se forment. D'accord? Le calcium va rapprocher ces glycoprotéines de telle manière qu'elles vont former des dimères. Donc là, vous avez une cellule, là, vous avez une autre cellule qui sont unies grâce à ces cadérines. Et ces cadérines, nous avons dit, ils s'unissent par dimères, par paires, donc 2 à 2. D'accord? 2 molécules de cadérine avec 2 molécules de cadérine de l'autre cellule. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Donc là aussi, on les appelle selon le tissu, on va les trouver. D'accord? Donc vous avez N, vous avez P pour placenta, vous avez E pour l'épithélium, etc.
Là, c'est la même chose, c'est la dimérisation. D'accord? Là, vous avez une cellule. L'autre cellule, elle doit être là. Vous êtes d'accord? La deuxième cellule, elle doit être à ce niveau-là. OK? Donc, une cellule ici, une cellule à ce niveau-là. Et nous avons dit que ces cadérines, d'accord, du côté cytoplasmique, qui vont s'unir à des protéines associées. Vous avez les protéines associées, les caténines, là c'est marqué caténine, alpha et bêta. Donc, vous voyez qu'il y a des protéines qui s'associent à ces molécules de cadérine. Et vous avez les filaments d'actine qui interviennent par la suite. Monsieur, les cadérines, les zonules-là. Là, les jonctions. Là, entre les jonctions. Entre les jonctions, mais entre la jonction serrée, entre quelques protéines associées qu'on appelle zonula occludens 1, zonula occludens 2, zonula occludens 1. Ce sont des exemples justement de cadérine. Okay. De protéines associées au cadérine. De protéines associées au cadérine. C'est bon? Vous voyez un petit peu le schéma? Vous avez le schéma en tête? Ce sont les cadérines classiques ou les cadérines non classiques, Ado? Pourquoi classiques? Est-ce que ce sont des cadérines classiques ou non classiques? Pourquoi non classiques? C'est l'alphabet. Qu'est-ce qu'on a dit pour les non classiques? Qu'est-ce qu'on avait dit? Comme lever le doigt. La réponse, elle est très simple. Les non classiques, on avait dit, on les trouve au niveau des osmosomes. Et ils sont liés aux filaments intermédiaires. Elles se lient indirectement aux filaments intermédiaires par des protéines associées. Par contre, les classiques, elles se lient aux filaments d'actine. Si vous voyez le filament d'actine, c'est classique. D'accord? Donc là, vous avez des cadérines, des protéines associées, et là, vous avez des filaments d'actine. Si vous avez des filaments d'actine, ça veut dire que là, vous êtes en présence de cadérines classiques. Si vous avez des filaments intermédiaires, ça va être des cadérines non classiques. On est d'accord? C'est comme pour les constructions, pour les fondations, quand on fait les fondations. D'accord? Généralement, on lie ça à des métaux pour renforcer un petit peu le lien, pour solidifier un petit peu l'attache, le point d'attache. Je ne sais pas comment on les appelle. قلب على الكلمه بالعربيه ملي كنكونوا كنبنيو كنديروا واحد لا ماشي الساس لا ملي كنبغيو نديروا باغ اكزومبل لي بودر اش كنديروا معاها الصابو كنقولوا له الصابو هناك الصابو صافي دير كيحفروا كيديروا با مال دو ميتال حديد وعاد كيديروا له السيمو عاد كيديروا داك الحديد هما هاد لي فيلامون ديال les filaments intermédiaires, ou les filaments d'actine, pour renforcer un petit peu, pour solidifier le lien. Par contre, si vous n'avez que deux molécules, ils vont se détacher. Donc, pour qu'il y ait un lien fort, il y a des protéines qui interviennent. Plus ou moins croisées, ces protéines. Ils ne sont pas linéaires, plus ou moins croisées. D'accord? Plus ou moins croisées. Et ces protéines, ils peuvent donner un lien très fort quand il s'agit de filaments intermédiaires, comme ça peut donner un lien relativement fort quand il s'agit de filaments d'actine. Mais intermédiaire, c'est beaucoup plus résistant. Il reste les sélectines. D'accord? Il reste les sélectines. Les sélectines, elles interviennent dans le compartiment vasculaire. Donc ça touche les cellules que l'on trouve dans le compartiment vasculaire. Donc les globules rouges, les globules blancs, etc. D'accord? Donc c'est dans le compartiment vasculaire, ce sont également des glycoprotéines et qui donnent des liens relativement faibles parce que c'est la partie glucidique
des protéines qui interviennent. Donc vous avez une protéine là, mais ce n'est pas la partie amino-acide, ce sont les sucres de la protéine qui permettent le lien, des liens assez faibles entre les deux molécules voisines. D'accord? Donc ça peut être des liens entre deux cellules identiques, comme ça peut être des liens entre deux cellules différentes. Donc la différence avec les autres, c'est dans le compartiment vasculaire. Les cellules sanguines et les cellules endothéliales, pas plus. Deuxième différence, ça donne des liens entre des cellules identiques comme des cellules différentes, mais des liens relativement faibles. Des liens relativement faibles. D'accord? Donc vous avez les immunoglobulines, vous avez les cadérines, vous avez les intégrines avec la matrice extracellulaire et vous avez les sélectines entre les cellules du compartiment vasculaire, et nous avons dit avec l'endothélium également, mais des liens qui sont relativement faibles comparés aux liens qui sont donnés par les autres molécules d'adhérence. Voilà donc le schéma général de l'adhérence cellulaire. Les cellules se reconnaissent entre elles. Les cellules s'énusent les unes aux autres. Ça met en jeu des molécules. Des molécules, nous avons dit, appartenant à 4 familles, n'est-ce pas? Immunoglobuline, cadérine, sélectine et intégrine. Vous allez lire ça après, les intégrines. Donc là, vous avez les intégrines, c'est 2 sous-unités, d'accord? Alpha et bêta, je l'avais schématisé ici. J'avais dit 2 sous-unités. Et nous avons dit, là, vous avez la matrice extracellulaire. On est d'accord? Et la protéine qui est liée, dans ce cas-là, c'est la fibronectine. La fibronectine, comme on peut avoir le collagène, comme on peut avoir la laminine, etc. Donc, c'est un lien avec la matrice extracellulaire. Et qu'est-ce que vous avez là? Vous avez la cellule. Là, vous allez avoir des protéines associées, n'est-ce pas? Et puis, à ces protéines, vous allez avoir quoi? Soit les filaments d'actine, ça va vous donner les contacts focaux, soit vous allez avoir des filaments intermédiaires et ça va vous donner les hémidesmosomes. D'accord? Donc, vers l'intérieur, protéines associées plus filaments intermédiaires, hémidesmosomes, ou bien protéines associées plus les filaments d'actine, ce sont les contacts focaux. Et tout ça, c'est au niveau de la partie basale des cellules. Et c'est un lien qui permet un lien cellule-matrice extracellulaire. D'accord? Voilà le schéma. Vous avez la matrice extracellulaire. Là, vous avez les filaments d'actine. Là, vous avez les protéines associées. Là, vous avez l'hémidesmosome. Vous avez les filaments intermédiaires. Vous avez les protéines associées. Et vous avez les intégrines. Et ici, vous avez la matrice des protéines de la matrice extracellulaire. D'accord? Donc, soit les contacts focaux, soit l'hémidesmosome. Ça met en jeu l'intégrine, c'est un dimère de sous-unités hétérogènes, alpha et bêta. Ça se lie à la matrice extracellulaire d'un côté, ça se lie à des protéines associées, plus le cytosquelette de l'autre côté. Les sélectines, j'en ai déjà parlé. Les systèmes de jonction. Ça rejoint les molécules d'adhérence. D'accord? Ça rejoint les molécules d'adhérence. Donc là, je vais vous donner plusieurs termes, plusieurs synonymes. D'accord? Vous avez la jonction serrée. On l'appelle également occludens, parce qu'elle ferme. Occludens. On l'appelle aussi taille jonction, en anglais. Okay? Donc il y a plusieurs appellations. Ce sont des jonctions, comme leur nom l'indique, trop serrées, qui serrent de telle manière que les feuillets externes des 2 cellules fusionnent l'un à l'autre. Donc c'est vraiment serré, et généralement c'est au niveau de la partie apicale de la cellule. D'accord? Jonction serrée. Il n'y a pratiquement plus d'espace entre les 2 cellules. Il n'y a pas d'espace intercellulaire. Très peu d'espace intercellulaire. Vous allez me dire quel est le rôle. Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert ces jonctions serrées?
défense contre... l'invasion de quelque chose. C'est beaucoup plus important que ça. Vous savez que... سبحان الله العظيم هيك تكون شي جواب كي se propage. Oui. شوف شي واحد تكلم هنا. Propagation d'excitation. D'accord. La même chose. Donc télépathie. Mademoiselle? La rigidité. Vous savez que la cellule est polarisée. Oui. La cellule, elle est polarisée. Il y a le pôle, on parle du pôle apical, le pôle latéral, et puis, par exemple, si vous prenez l'épithélium, et puis le pôle basal. Ok? Pourquoi on la qualifie de polarisée? Parce que, en fait, ce qu'on trouve du côté apical, ce n'est pas exactement la même chose de ce qu'on trouve au niveau de la partie latérale, et ce n'est pas la même chose de ce qu'on trouve au niveau de la partie basale. Si vous prenez les intestins, la partie apicale elle est en contact avec la lumière intestinale, c'est là où il va y avoir l'absorption, là où il va y avoir pas mal de transport, d'accord? Pas mal de transport vers l'intérieur de la cellule. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des transporteurs à ce niveau-là qui doivent être au niveau de la partie apicale. Il ne faut pas qu'ils bougent de la partie apicale. Et la jonction serrée, elle maintient justement cette différence de composition biochimique de la membrane biologique. Ça veut dire que la partie apicale va être formée par les protéines qui doivent rester dans la partie apicale. Donc elle empêche et limite la diffusion latérale des protéines. Elle limite la diffusion latérale des protéines. Comme ça, la composition protéique reste la même au niveau de la partie apicale qu'au niveau de la partie latérale qu'au niveau de la partie basale. D'accord? Donc en fait, elle limite, le rôle principal, c'est de limiter la diffusion des protéines, la mobilité des protéines. Si ça bouge le long de la membrane biologique, on n'aura pas toujours la même tâche. On aura des problèmes de point de vue fonctionnalité de la membrane biologique. Jonction serrée. Juste au-dessous de la jonction serrée, elle met en jeu des molécules. D'accord? Des molécules d'adhérence qu'on appelle des euclidines et des claudines. Ces molécules d'adhérence sont en contact avec les filaments d'actine qui forment une ceinture qui entoure toute la cellule. Ils forment une ceinture qui entoure toute la cellule. Donc ce n'est pas localisé. Donc ça entoure toute la cellule. C'est comme une ceinture autour de la cellule. D'accord? Mais ce n'est pas très fort. Pourquoi? Parce que les filaments d'actine, ils peuvent se briser. Les filaments d'actine, ils peuvent se briser. Mais ça unit quand même suffisamment les cellules voisines. C'est pour cela qu'on l'appelle zonula. Zonula, ça veut dire ça entoure la cellule. Ça ceinture la cellule. Quand on dit macula, ça veut dire c'est ponctuel. Macula, c'est ponctuel. Zonula, ça entoure la cellule. Donc je vais revenir à la diapositive. Vous avez des jonctions, 3 types de jonctions, des jonctions occludenses, d'ancrage et communicantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des jonctions de communication. Un exemple de jonction de communication qui est formé par cette jonction-là par ce qu'on appelle des connexions, par des canaux qui unissent 2 molécules voisines et qui permettent des échanges de molécules de taille modérée, par exemple des ions, par exemple l'AMP cyclique, donc des seconds messagers, donc des molécules de petite taille. Des molécules de petite taille peuvent passer d'une cellule à une autre cellule grâce à ces jonctions de communication. Donc, on les appelle tout simplement jonctions de communication. C'est comme les mécanismes entre 2 synapses, il y a une pente et le passage. Ça dépend, sinon ça peut être un canal ionique. D'accord? Là, ce n'est pas un canal ionique. C'est un canal qui permet le passage de pas mal de molécules. D'accord? De pas mal de molécules, à condition que le poids moléculaire ne soit pas trop élevé. Il ne faut pas que ça dépasse 1500 dans le temps. Sinon, ça ne passe pas. Nous allons voir ça. Jonction de communication, un seul type de jonction de communication. Si vous tenez à rester dans l'amphi, calmez-vous. À la fin de l'année.
Voilà pour jonction communicante. Occludens, il y en a une seule. Une seule. C'est la jonction serrée. Occludens, donc elle va fermer. Elle va fermer l'espace intercellulaire. Donc c'est la taille jonction. C'est la jonction serrée. Un exemple, pas plus. Maintenant, d'ancrage. D'ancrage, ça veut dire qu'ils permettent vraiment l'adhérence. C'est le cas des jonctions intermédiaires, on appelle jonction intermédiaire, et c'est le cas des desmosomes, n'est-ce pas? Et c'est le cas des desmosomes. C'est aussi le cas des contacts focaux, c'est aussi le cas des hémidesmosomes, mais surtout les jonctions intermédiaires plus desmosomes. D'ancrage. D'accord? Donc, c'est résumé ici. Vous avez zonula occludens, c'est la jonction serrée. Vous avez les jonctions de communication et les jonctions d'ancrage. Zonula adhérens, ça veut dire la jonction intermédiaire. Et vous avez les desmosomes avec la matrice extracellulaire, contacts focaux et hémidesmosomes. Donc, vous avez un tableau qui résume les jonctions entre cellules et avec la matrice extracellulaire. Occludens, ça ferme. Adhérence, ça adhère. Ça permet des communications, des échanges. Zonula occludens, les jonctions serrées. Premier type, occludens. Jonction serrée. Vous la voyez ici. Zonula occludens. Au niveau de la partie apicale de la cellule, là vous avez les microvillosités de la cellule, et la partie apicale, vous avez la jonction occludens. Juste au-dessous, vous avez zonula adhérens, ça veut dire jonction intermédiaire. Troisième, c'est le desmosome. Donc vous avez dans cet ordre-là, jonction serrée, jonction intermédiaire, puis desmosome. Le détail de la jonction occludens. Et là, vous avez une cellule, et là, vous devez avoir une deuxième cellule. Donc là, vous avez une cellule, là, vous avez une autre cellule. Donc là, vous avez le schéma que d'une seule cellule. D'accord? L'autre cellule, elle doit être là. Elle doit être là. Donc, on ne voit pas vraiment la jonction, on voit que le détail d'une cellule. Qu'est-ce qui est marqué ici? Occludine et la claudine. Donc là, ce sont les protéines de jonction, d'adhérence. D'accord? Des exemples de cadérine. Des exemples de cadérine. Ils sont liés à quoi? À des protéines de liaison. Les protéines associées. Ils sont là. Vous avez ZO1, vous avez ZO2, vous avez la spectrine, vous l'avez ici. Et puis, au final, ces protéines associées s'unissent au filament d'actine. Donc là, vous avez le filament d'actine, et là, vous avez le filament d'actine. Et les filaments d'actine, ils vont entourer les deux cellules qui sont unies les unes aux autres. Donc là, ça va entourer la cellule, et puis les filaments d'actine de l'autre cellule vont entourer l'autre cellule. Donc ça va former une ceinture, on aura une ceinture d'actine autour de la cellule. D'accord? Et les filaments d'actine sont unis aux molécules d'adhérence qu'on appelle occludine et puis les claudines. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Donc là, vous avez la même chose, et puis vous avez jonction serrée. Zonula occludens. On l'appelle zonula. Pourquoi zonula, nous avons dit? Ça ceinture la cellule. Ça ceinture la cellule. L'inverse de zonula, macula. C'est pas Dracula, macula. راه واحد كتب لي دراكولا. Zonula adhérens. Zonula adhérens, c'est la jonction intermédiaire. On la trouve juste au-dessous de la jonction serrée. Juste au-dessous. Il y a plus d'espace entre les deux cellules. Ça met en jeu des cadérines qui permettent le lien entre les cellules. Les cadérines sont unies à des protéines de liaison, type caténine, généralement, alpha-bêta. Et les protéines de liaison sont unies également au filament d'actine.
Donc filament d'actine, protéines associées, des cadérines, et puis donc le lien entre les deux cellules avec les filaments d'actine qui ceinturent toute la cellule, comme dans le cas de la zonula occludens. D'accord? Vous l'avez là, zonula adherens, et là vous avez quoi? Zonula occludens. Ok? Au-dessus. Là c'est zonula adherens, jonction intermédiaire. Et là vous avez quoi? Le desmosome. Le desmosome il est au-dessous. Taille jonction intermédiaire ou bien zonula adherens, et là vous avez le desmosome. Donc là ça ceinture, les filaments d'actine ceinturent toute la cellule. Et là les filaments d'actine ceinturent toute la cellule. Donc vous voyez là, vous avez la protéine d'adhésion, molécule de cadérine. Là vous avez les protéines de liaison, les caténines. Et là vous avez les filaments d'actine. Donc c'est toujours la même chose. Filaments d'actine, protéines associées, cadérine. D'accord? Les desmosomes, ce sont des maculas. Maculas. Ils sont ponctuels. Ils sont ponctuels. Là, vous avez les cadérines non classiques. Les cadérines non classiques, parce que nous avons dit, on les trouve dans les desmosomes. On les appelle d'ailleurs desmocolines et desmogliines. Vous voyez, desmo. Donc, ce sont des cadérines non classiques. Là, vous avez des protéines de liaison qui sont unies à quoi? Au cytosquelette, type filament intermédiaire. Et nous allons voir, parce que nous allons étudier le cytosquelette, ne vous inquiétez pas, que l'appellation du cytosquelette dépend du tissu où il se trouve le cytosquelette. Il y a la dysmie, il y a la kératine, donc il y a plusieurs appellations possibles. Donc tout dépend en fait du tissu. On aura l'occasion, ça va être le chapitre suivant, le cytosquelette de la cellule. Donc il faut avoir maintenant dans la tête le schéma. Donc nous avons dit les cadérines non classiques associées à des protéines de liaison, associées à des filaments intermédiaires. C'est trop fort ce lien-là, et nous avons dit ça permet vraiment l'adhésion, une adhésion forte entre deux cellules. Comme en cas d'une tumeur, en cas d'un cancer, justement, il n'y a plus de desmosome. Donc il n'y a plus de lien fort entre les cellules. Et les cellules peuvent bouger, ils peuvent se déplacer. Oui. D'accord? Donc les cellules vont bouger, vont se déplacer. Donc vous allez avoir des tumeurs qui vont se propager et qui vont se former. Donc il y a un problème qui se fait au niveau, des desmosomes, et ça permet cette libération des cellules voisines. Est-ce que ça va ou bien vous avez des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? On trouve également au niveau de la partie latérale des jonctions de communication. Les jonctions de communication, ce sont des jonctions qui s'établissent donc entre deux cellules voisines grâce à des canaux qui se forment. Ces canaux sont formés par ce qu'on appelle des connexons. Connexons, c'est une partie d'un canal d'une cellule qui se lie à un autre connexon de l'autre cellule. Les deux connexons vont constituer le canal qui permettra les échanges entre les cellules voisines. Et les connexons sont formés par des protéines qu'on appelle connexines. 6 connexines constituent un connexon. Et 2 connexons constituent un canal qui permettra les échanges entre deux cellules voisines. Échange des ions, échange de petites molécules, échange des seconds messagers, d'accord? Donc des échanges qui impliquent des petites molécules entre deux cellules voisines. Voilà le rôle fondamental de ces jonctions de communication. Vous les voyez à ce niveau-là. Donc ça permet de faire passer toutes les molécules, je l'avais dit tout à l'heure, dont le poids moléculaire est inférieur à 1500 daltons.
D'accord? Vous avez le calcium, marqué ici quelques exemples. Vous avez l'AMP cyclique, vous avez donc d'autres molécules qui peuvent franchir ce canal. Canal, c'est 2 connexants. Un connexant, 6 connexines. D'accord? Chaque cellule va former son connexant, 2 connexants, donc c'est le canal qui va former la jonction de communication. Qu'est-ce qui reste? Là, nous avons vu les jonctions qui apparaissent au niveau de la partie latérale entre 2 cellules voisines. Jonction serrée, occludens, jonction d'adhérence, zonula adhérence, desmosome, jonction de communication. Qu'est-ce qui reste? Il reste la partie qui sera en contact avec la matrice extracellulaire. Et là, vous avez quoi? Les intégrés. Les molécules, les intégrines. Mais la jonction, vous avez quelle jonction? On a 2 types. Oui. C'est macula. Mais on les appelle comment? Hémidesmosome. Hémidesmosome. Et puis, les contacts focaux. Oui. Hémidesmosome et les contacts focaux. Quelle est la différence entre les deux? Contact focal, lequel est plus stable? L'hémidesmosome. Pourquoi l'hémidesmosome est plus fort? Pourquoi c'est plus résistant? Parce qu'il finit par se lier au filament intermédiaire via des protéines associées. On a d'abord les protéines associées, puis les filaments intermédiaires. Oui. D'accord? Je crois que j'ai un schéma. Là, c'est toujours une jonction de communication. Connexion, le canal, jonction avec la matrice extracellulaire. D'accord? Les hémidesmosomes, on les voit ici. On les voit ici. C'est la moitié d'un desmosome. C'est pratiquement la moitié d'un desmosome. Hémidesmosome. Là, vous avez les hémidesmosomes, n'est-ce pas? Cytokératine. Cytokératine, c'est un exemple de filament intermédiaire que l'on trouve dans les cellules épithéliales. Cytokératine. Donc c'est un filament intermédiaire. Donc là vous avez les desmosome, là vous avez le contact focal. Parce que là vous avez les filaments d'actine. Parce que vous avez les filaments d'actine. Donc on a des molécules d'adhérence de 4 types. Les immunoglobulines, calcium indépendant. Vous avez les cadérines, vous avez les intégrines et vous avez les sélectines qui sont calcium dépendants. Et nous avons dit que ces molécules d'adhérence permettent le lien entre 2 cellules identiques, entre 2 cellules différentes, identiques homotypiques, différentes hétérotypiques, ou bien des liens avec la matrice extracellulaire, en particulier le cas des intégrines. N'est-ce pas? Nous avons dit que ces protéines participent dans la formation des jonctions cellulaires, et nous avons dit qu'il y a plusieurs types de jonctions cellulaires. Il y a des jonctions d'adhérence, d'accord? Il y a des jonctions occludens, et puis il y a des jonctions de communication, de communication, c'est la jonction de communication grâce aux connexants. Des jonctions d'adhérence, c'est zonula adhérence, c'est le desmosome, c'est le contact focal et c'est l'hémidesmosome. Alors que la jonction occludens, c'est la jonction serrée. C'est la jonction serrée. Et au niveau de la jonction, vous avez des molécules, vous avez des protéines d'adhésion, vous avez des protéines associées et vous avez le cytosquelette qui peut être soit des filaments d'actine, soit des filaments intermédiaires. Donc voilà pour le cours. Si vous n'avez pas le cours, qui c'est qui va prendre le cours? J'ai chez واحد ياخذ oui. سي تسلكم فيها لي ممبران وفيها ها هما